Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Nicolas Bavrez. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Alors on parle évidemment de la présidentielle. On a vu le candidat Macron nous dire être prêt à bouger sur les retraites. On sait que cette réforme évidemment est clivante et largement rejetée par les Français. 70% des Français y sont opposés. Il a ouvert la voie finalement à un report de l'âge légal non plus à 65 ans mais à 64 ans. On se dit quoi? On se dit qu'il fait preuve d'écoute dans cet entre-deux tours ou est-ce qu'il recule? Je crois que le problème politique est assez clairement posé, c'est-à-dire que les réserves de voix pour Emmanuel Macron sont clairement à gauche. Et il y a les deux marqueurs qui ont été retenus de son projet qui a été présenté assez tardivement et du coup qui n'a pas été discuté dans son intégralité. C'était retraite à 65 ans et conditionnalité du RSA. Et il va de soi que ça pose un problème pour conquérir des électeurs de gauche. Donc c'est une manœuvre politique, c'est ce que lui reproche Marine Le Pen. Alors la deuxième chose qu'il faut aussi dire, c'est que ce premier tour est encore plus violent que celui de 2017. Et donc, on a quand même 58% de vote protestataire. Donc, quand on relie les deux, je crois que ce n'est pas forcément une manœuvre, mais que de fait, Emmanuel Macron doit entendre un certain nombre de messages qui ont été adressés par les Français. Donc, il fait preuve d'écoute. En tout cas, cette réforme des retraites, il faut être clair, elle reste fondamentale. Une chose est de l'imposer comme une réforme qui est complètement figée et qui devra simplement être appliquée rapidement. Une autre chose est d'indiquer qu'on est prêt à faire des compromis et j'allais dire, à la construire de manière consensuelle et à l'appliquer de manière progressive. Parce qu'il y a une double lecture. Certains diront que voilà, il fait preuve d'écoute, il fait preuve de souplesse, mais en même temps, ça peut donner le sentiment aussi qu'il renie son programme. Et en allant pêcher des voix à gauche, quelque part, ça peut aussi un petit peu troubler l'électorat de droite qui a voté pour lui au premier tour. Alors le risque existe toujours. Hein. Je crois néanmoins que quand on regarde là encore, si vous voulez, le deuxième tour de l'élection présidentielle ne peut pas être un référendum autour de la retraite à 65 ans. Peut-être qu'il y en aura un, mais après. Pour l'instant, on a quand même un pays qui est dans une circonstance extrêmement critique de son histoire, avec des difficultés intérieures très fortes. On a vu la division, on a vu la colère, on a vu les fractures de ce pays. On a une Europe qui est en première ligne face à l'agression de l'Ukraine par la Russie. On a des démocraties qui sont maintenant engagées dans une grande confrontation avec les régimes autoritaires. Ouais. Donc, il me semble qu'il y a beaucoup d'électeurs, notamment de la droite modérée, qui se retrouveront et voteront le 24 avril pour Emmanuel Macron, parce que le programme est quand même beaucoup plus stable économiquement, et surtout, c'est un programme qui, à mon avis, qui est plus complet et surtout qui ne pose pas des problèmes majeurs et pour l'Europe oui. et pour les démocraties, avec quand même, je le rappelle, un Frexit larvé, ouais. mais aussi une sortie de l'OTAN. Au moment de l'organisation militaire intégrée de l'OTAN, au moment où on a des pays comme la Suède ou la Finlande qui parlent d'y entrer. Donc, ouais. Si vous voulez, le degré d'instabilité et l'aventure que constituerait une présidence Le Pen, c'est quand même quelque chose qui va compter. Et ce d'autant que, au-delà de certains flous dans les propositions, mais un choc qui lui sera bien réel, on a un vrai problème sur la capacité à gouverner, qui suppose une majorité et puis des équipes qui soient préparées à gouverner dans un moment qui est un moment de très très grande incertitude et de très grands risques pour notre pays. Pour clore, Nicolas Bavrez, sur le sujet retraite, la France insoumise, suite aux déclarations d'Emmanuel Macron, qui se déclarait ouvert pour le coup à un référendum, demande des engagements du président sortant sur un référendum. Vous êtes pour ou contre un référendum sur les retraites ? Ça peut être une manière de... Pourquoi pas, hein. Donc, ça ne me paraît pas du tout aberrant. Si vous voulez, un des grands problèmes, et je crois que c'est là-dessus qu'Emmanuel Macron devrait rassurer, c'est que sa manière d'exercer le pouvoir a quand même posé beaucoup de difficultés.
On le voit avec la manière dont il a, y compris en partie, fracassé son propre parti ou sa propre majorité. On s'aperçoit qu'il y a quand même dans le pays une crispation énorme le concernant. Et donc, c'est vrai que cette manière très centralisée, autoritaire et technocratique, elle va devoir bouger. Et il me semble que pour mieux associer ce pouvoir, doit s'ouvrir sur les élus, sur la société, sur les forces économiques et sociales. Donc le référendum fait partie des outils qui sont possibles. Et pourquoi ne pas l'utiliser pour le... La retraite, c'est un des éléments vraiment très importants, c'est un élément fondamental du pacte social en France. Donc quand on est... Le but du référendum, c'est qu'il faut l'utiliser quand on est sur quelque chose de fondamental. Ça peut être les institutions, mais ça peut aussi être effectivement un élément fondamental du pacte économique et social. D'ailleurs, Marine Le Pen, pour le coup, sur la retraite, elle maintient, il faut l'expliquer, l'âge légal à 62 ans maximum, 62 ans, mais permet à ceux qui ont commencé à travailler tôt, qui sont rentrés tôt dans la vie active, de partir plus tôt, à 60 ans, si tant est qu'ils aient 40 annuités. Par contre, on pourra partir plus tôt, mais sinon on aura une pension moindre. Il n'y a rien de... Elle a bougé, elle aussi, sur la retraite. Alors, elle a bougé. Il n'en reste pas moins que le système qu'elle propose est effectivement très, très, très coûteux. Ouais. Et que, pour l'instant, c'est une proposition... Il est plus raisonnable qu'il y a 5 ans. C'est une proposition qui n'est pas financée. Ouais. Qui coûterait, suivant les estimations, entre... Oui, alors ça, c'est le chiffrage de l'Institut Montaigne est plutôt du côté de 26 milliards. Dans toutes ces réformes sur les retraites, ensuite, le diable est dans les détails. Hein. C'est suivant les droits que vous ouvrez. Et c'est vrai que c'est quand même paradoxal à un moment donné où l'espérance de vie continue à augmenter, ou de revenir et de rabaisser le... C'est uniquement pour ceux qui ont commencé à travailler tôt, en même temps, qui peut être contre. Quand on a commencé à travailler très tôt, dans des métiers difficiles, partir plus tôt. Après, la question, c'est est-ce qu'on a bien une pension complète ou pas, hein. Oui, mais si vous voulez, ensuite... Le problème d'un régime de redistribution auquel nous tenons tous, c'est que ça ne peut pas être en déséquilibre, parce que sinon on spolie les générations futures. Le déséquilibre est léger. On a les chiffres de 2021, c'est 2,6 milliards d'euros pour le déficit de la branche de la sécurité sociale, la branche retraite, et le régime des complémentaires privés est excédentaire d'autant, du même montant, 2,6 milliards d'euros. Donc voilà, il n'y a pas non plus de péril dans la demeure, il n'y a pas le feu au lac aujourd'hui. Non, mais là encore, il faut voir comment évolue le système dans la durée. Il faut voir aussi qu'on va devoir investir dans la dépendance, parce que ce qu'on a vu apparaître, si vous voulez, au-delà du problème des EHPAD, on voit qu'il y a un problème majeur de sous-financement de la dépendance qui est un des éléments du problème. Donc, il va falloir mettre en place une vraie politique du grand âge. Et donc là encore, il y a des choix à faire. On ne peut pas tout faire. On ne peut pas avoir augmenté le niveau le plancher des retraites, ce qui paraît tout à fait fondé. Essayer d'avoir une politique du grand âge et ne pas traiter notre problème de retraite. Et j'ajoute que alors c'est peut-être un lien avec le système suivant, c'est-à-dire que par rapport aux recettes qui sont prévues, donc l'ensemble du programme du Front National serait donc non financé à hauteur à peu près entre 40 et 50 milliards d'euros. Donc ça veut dire qu'on passerait le déficit de 5 à autour de 7, ce qui est quand même énorme. Et par ailleurs, ça suppose que les marchés nous fassent confiance ou que la BCE continue à financer. Et si on veut que la BCE finance, de toute manière, ça suppose d'avoir un cadre européen. Et c'est là où on a un autre problème de bouclage, c'est que le programme de Marine Le Pen, même s'il est beaucoup plus prudent là encore que celui de 2017, est quand même un programme de sortie larvée de l'Union et de l'euro. Même si elle nous dit, il faut expliquer ça parce qu'elle nous dit non, je ne veux pas sortir de l'Union européenne, mais en même temps, manifestement, mais je ne suis pas un expert, beaucoup de choses dans son programme rend incompatible le fait pour nous, que la France puisse rester, le maintien de la France dans l'Union. Je crois qu'on a... C'est vrai ou pas ça ? On a une réponse avec le Brexit et les négociations du Brexit. Qu'est-ce qui finalement, ce sur quoi effectivement la cassure s'est faite, et le cœur des négociations avec le Royaume-Uni, c'était le problème des 4 libertés fondamentales
pour le... Qu'est-ce qu'il y a dans son programme Il y a deux choses. Qui rend difficile notre maintien, le maintien de la France dans l'Union européenne, alors qu'elle dit « je veux rester dans l'Union européenne ». Il y a 3 choses. Le protectionnisme, donc il n'y a plus de liberté de circulation des biens. La deuxième chose, c'est la préférence nationale et puis le droit des étrangers qui fait qu'il n'y a plus de liberté de circulation. Et il y a une troisième chose qui est très importante et qu'on oublie souvent, qui est le fait d'avoir une supériorité par principe, un primat de la Constitution française sur le droit de l'Union européenne, alors que pour l'instant, les traités européens prévalent. Et donc ces trois éléments étaient au cœur du Donc malgré ce qu'elle nous dit, Brexit. il y a une sortie du Frexit qui est cachée dans son programme. Pardon de le dire comme ça, mais quand on vous écoute, c'est la conclusion à laquelle on arrive. Oui, exactement. Parce que c'est incompatible avec les principes fondamentaux de l'Union. Donc comment la crise serait gérée? Est-ce qu'il y aura des... Mais en tout cas... Il y aura un bras de fer. Oui, et surtout... Notamment sur la contribution que paye la France. Elle veut réduire la contribution que paye la France. Oui, mais ça, si vous voulez, ensuite... d'une certaine manière, les affaires de contribution, là, on est dans les moyens, même si ça sera là encore compliqué, puisque le budget a déjà été voté. Oui, entre 2021 et 2027. Le problème fondamental, c'est vraiment un problème de principe. C'est-à-dire que ce qui est annoncé est incompatible avec l'appartenance à l'Union européenne. Et on a vu, c'est déjà... Donc ce n'est pas un mauvais procès, encore une fois, qui lui est fait par beaucoup de détracteurs, encore une fois, dans ce décalage qu'il y a entre le fait qu'elles disent on reste dans l'Union européenne, la France reste dans l'Union européenne, mais les mesures qu'elles défendent derrière nous poussent à sortir. Non, et c'est pas du tout un mauvais process. Et je vous dis, là encore, on a la démonstration, puisque ce sont des questions qui ont été posées avec le Brexit. Donc on sait qu'il y a une incompatibilité. Donc il y a une duplicité de la part de Marine Le Pen, pour le coup, à annoncer, dire on reste dans l'Union, et au final, de manière cachée... Je crois que Marine Le Pen a très bien compris le coût très élevé qu'elle avait payé en 2017 pour cette sortie de l'Union. C'était l'euro à l'époque. Oui, et de l'euro, mais de toute manière, on ne peut pas rester dans l'euro en sortant de l'Union. Hein. Donc le problème se posera, et ce qui veut dire effectivement un choc énorme en termes d'abord de capacité de la France à se financer. Vous voyez, on a aujourd'hui, regardez, donc il n'y avait pas de problème d'euro pour les Britanniques, mais il faut voir que cette année, le pouvoir d'achat des Britanniques, c'est moins 4%. Quand même, et que l'impact de la sortie de l'Union sur l'économie britannique, il est absolument majeur. D'ailleurs, la France en bénéficie un peu avec des activités qui viennent sur notre sol. Donc, et vous savez que l'impact d'une sortie de l'euro à terme, c'est à peu près moins 20% sur le pouvoir d'achat des Français. Donc c'est là où il y a quand même une énorme contradiction. Oui, mais elle dit on reste dans l'euro. Oui, enfin, si on ne peut pas rester dans l'euro en n'étant plus dans l'Union européenne. Ça, c'est pas possible. Donc ce qui veut dire que vous comprenez le MEDEF de Geoffroy Roux de Bézieux qui a pris cette position hier contre Marine Le Pen, un programme qui menace de faire décrocher la France, qui constitue une impasse financière, nous dit le MEDEF. Donc il y a des raisons d'être inquiet pour l'économie française si Marine Le Pen était élue. Parce qu'elle a quand même vachement arrondi les angles, encore une fois, pas de sortie de l'euro, remboursement de la dette, on honore la dette de la France. Facialement, oui, mais dans la réalité, on reste avec un programme qui est un programme de rupture majeure avec ce qui a été l'environnement, le cadre de l'économie française. Et si vous voulez, qui va énormément de fait rajouter à ces difficultés. C'est vrai qu'on a un pays où l'économie a décroché, mais on a quand même quelques progrès qui ont été faits aujourd'hui sur le secteur privé et qui seraient... si vous voulez, le paradoxe, c'est que les progrès qui ont été faits sur le secteur privé, on peut penser quand même les grandes entreprises, l'attractivité de la France, la French Tech, bon, tout ça serait annihilé. Et en revanche, l'autre élément du programme de Marine Le Pen, c'est qu'il y a une sanctuarisation complète du secteur public. Or là, on sait qu'il y a des réformes à faire. Des réformes à faire
pas du tout, j'allais dire, des réformes hostiles au secteur public, mais bien au contraire. Mais on ne peut pas avoir un système éducatif, un système de santé, une justice, une police qui coûtent de plus en plus cher et dont les performances sont de plus en plus médiocres. Donc il y a des choses à faire. Et c'est vrai que ce qui est proposé, c'est une espèce de sanctuarisation complète de tout ceci. Donc il ne fait pas de doute qu'on aura une aggravation de la crise française, on a une crise européenne, et puis on a un camp des démocraties qui sera quand même télescopé par les positions de Marine Le Pen sur la Russie, sur dont elle n'a pas pâti jusqu'à présent. Sur les sanctions. Oui, mais si vous voulez, c'est le côté mystérieux de ce premier tour, et je pense que c'est pour ça aussi que les Français le jugent sévèrement. Le grand paradoxe, c'est que les deux finalistes sont finalement ceux dont on a le moins discuté les propositions. Marine Le Pen, parce qu'elle a fait une campagne en dessous du radar, très proche du terrain, et d'ailleurs ça s'est révélé un choix politiquement gagnant. Emmanuel Macron, parce qu'il est rentré extrêmement tardivement en campagne. Et c'est vrai que, y compris sur la partie de la Russie et des liens avec Vladimir Poutine, Éric Zemmour a fait une sorte de bouclier, dirait-il, pour protéger Marine Le Pen de ses liens de proximité avec le régime russe. Et donc aujourd'hui, quand on rajoute tout ça, si vous voulez, ça fait un ensemble de risques absolument majeur. Nicolas Bavrez, je parlais du MEDEF, mais il y a ce sondage IFOP qui est intéressant qui montre que 56% des dirigeants d'entreprises voteraient pour Marine Le Pen au second tour, sondage IFOP. C'est-à-dire que les petits patrons ne sont pas sur la même ligne que le patronat et que le MEDEF. Il y a si vous voulez, quand on parle de pays fracturés, les fractures, elles passent dans tous les milieux. Et donc, bien sûr, il y a aussi toute une partie de ces petites entreprises qui souffrent énormément, et il y a beaucoup de colère. Si on veut quand même être un peu juste, il faut reconnaître que la critique qui est faite à Emmanuel Macron, elle manque un peu sa cible, parce que le quoi qu'il en coûte, qui a coûté effectivement très cher aux finances publiques françaises, a quand même permis de protéger, y compris et beaucoup les PME. Donc c'est quelque chose qui doit être mis à son crédit. Ouais. On finit là-dessus, mais sur le déficit public, ça a été calculé, je crois que c'est par l'Institut Montaigne de mémoire, si Marine Le Pen est élue, qu'elle appliquait son programme, on serait à 7% de déficit public en 2027. Il faut rappeler qu'on a déjà été à 9% au pire de la crise du Covid et de la crise sanitaire. Mais là aussi, il y aura un bras de fer avec nos partenaires européens qui ne vont peut-être pas nous laisser, encore une fois, dériver nos comptes. La BCE, a priori, avec l'inflation, n'achètera plus de dette publique française, et puis les taux d'intérêt sur la dette publique française, parce qu'il faudra bien financer ça par des investisseurs internationaux. Si, encore une fois, ils ne souhaitent plus nous financer à des taux très élevés, est-ce qu'elle aura les moyens, bref, la question c'est est-ce qu'elle aura les moyens d'appliquer son programme si derrière elle n'est pas financée par les marchés ni par la BCE? Dans les thèmes qui ont été occultés par cette campagne, il y a évidemment toute la situation des finances publiques, la question... Est-ce qu'elle aura les moyens, c'est ça, de mener à bien son programme, puisque derrière, il n'y a plus de BCE et les investisseurs étrangers n'ont peut-être pas envie de financer ça. Je pense qu'il y a un énorme risque. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avant, il y avait qu'un moyen de financer la dette publique, c'était les marchés financiers et donc et l'épargne. Puis maintenant, les banques centrales ont pris un rôle extrêmement important, et la BCE... Et c'est fini maintenant. La BCE a acheté la quasi-totalité des émissions de dette françaises au pire de la crise. Dans les deux dernières années. Ouais. Or, c'est vrai que les choses vont changer parce que, vous l'avez dit, il y a le retour de l'inflation. Avec le retour de l'inflation, il va y avoir le retour... D'abord, les banques centrales vont être obligées d'augmenter les taux d'intérêt, donc l'endettement sera plus coûteux pour les États, et la BCE va ralentir ses achats de titres. Donc ensuite, on va retrouver un financement normal qui est le financement par les marchés, et il est certain que si Mme Le Pen est au pouvoir, qu'elle applique ce qu'elle a prévu, je ne vois pas comment, pendant les 5 ans,
la France n'aurait pas, surtout qu'on aura un effet négatif sur la croissance. Si vous voulez, on va vraiment se retrouver avec le ciseau diabolique. Les portes de saloon, comme on dit. La croissance qui va chuter, et les taux d'intérêt, et donc les taux d'intérêt qui vont monter. Le moment où les taux d'intérêt passent au-dessus de la croissance, ça veut dire que la France n'est plus financée. Et donc ça veut dire qu'on se retrouve dans la situation de l'Italie en 2011. Encore une fois, sans que ce soit à charge, si le programme de Marine Le Pen est appliqué, on augmente les chances ou les risques d'avoir une crise financière, une crise sur la dette souveraine française? Évidemment, parce qu'on a donc les trois problèmes. Impact négatif sur la croissance, une augmentation significative du déficit et donc de la dette. Et puis par ailleurs, il y aura un problème de crédibilité de la signature française. Donc une crise qui va s'ouvrir avec l'Europe et dont on ne sait pas comment elle sera traitée. Et puis évidemment une mise sous surveillance par les marchés. Donc on a très clairement un risque de choc financier durant le quinquennat. D'ailleurs, pour être tout à fait juste, le risque, il n'est pas complètement exclu également. Il faudra qu'Emmanuel Macron trouve une manière d'arriver à faire des réformes, à réinvestir dans un certain nombre de politiques publiques et à traiter les problèmes du pays, mais tout en faisant des choix pour ne pas laisser dériver le déficit et la dette publique. On est sur une ligne de crête, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'avec Emmanuel Macron, le système peut se stabiliser. Avec Marine Le Pen, on est sur une évolution de divergence explosive. Bon voilà, merci en tout cas de passer nous voir. Merci pour cet entretien. Nicolas Bavrez, donc invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci beaucoup.